Ça y est, on est en direct. Salut Ryan, bonjour à tous. Bienvenue pour ce premier live France DevOps de l'année. Petit test technique avant de se lancer. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat LinkedIn s'il y en a qui sont déjà connectés pour me dire que tout est OK. Je verrai le message avec 15 petites secondes de décalage, mais s'il y a le moindre souci, dites-le moi. Donc Ryan, bienvenue pour ce nouveau live. Donc Ryan, aujourd'hui, tu vas nous parler de KS, Pod Identity. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Exactement. Donc, un talk très orienté AWS pour les fanats de Kubernetes. Ça marche. Sur le principe, on a quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation? Oui, Rappelle-moi. à peu près une demi-heure, on va dire, de présentation. Et après, on enchaînera avec les potentielles questions-réponses. C'est ça, on se gardera un moment à la fin du talk pour balayer les questions que vous aurez pu poser. Donc n'hésitez pas à les mettre directement dans le chat au fur et à mesure, et puis on reviendra dessus, on dépilera à la fin. Voilà, on aura largement le temps puisque voilà, le talk est relativement court, une demi-heure. On va pas prendre l'heure qu'on peut parfois consacrer pour les lives. Écoute, Ryan, je te laisse la parole. Moi, je te retrouve dans une demi-heure pour cette séance de questions-réponses. À plus, bon À courage. plus. Merci Thomas. Alors, partage mon écran. Et bienvenue à tous dans ce live. Donc, aujourd'hui, on va parler d'EKS et plus particulièrement de sécurité, de bonnes pratiques. Donc d'abord, je vais m'introduire. Donc, moi, c'est Ryan Leifa. Donc, je suis Solution Architect chez Devoteam Cloud. Donc, Devoteam, groupe de conseil spécialisé dans le numérique, et Devoteam Cloud, la branche du groupe spécialisée sur les technologies AWS, plus spécifiquement. Donc, j'habite à Paris et je travaille principalement avec des entreprises du CAC 40 que j'ai illustré sur cette slide, sur des sujets de conseil en architecture et principalement mes domaines d'expertise, on va dire, c'est bien sûr AWS, Kubernetes et la sécurité. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Sur Kubernetes, je pense que vous êtes déjà au courant de ce fait. Bien, il y a un système d'identité qui est défini et qui est propre à cet outil d'orchestration. Donc, juste un petit rappel pour commencer ce talk. Donc voilà, on a un cluster Kubernetes et vous avez une application qui doit accéder à un secret. Un secret qui est ici un objet propre à Kubernetes. Donc ici, l'intérêt, c'est de voir en fait comment on configure les permissions pour permettre à notre application hébergée sur un pod pour qu'il puisse accéder à un secret. Alors, premier composant intéressant ici, c'est le service account. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un service account? Pour rappel, en fait, c'est un objet qui va nous permettre d'associer une identité à notre pod. Ensuite, on doit créer deux ressources complémentaires. Tout d'abord, un rôle. Donc, un rôle sur Kubernetes, c'est quoi? C'est un objet qui va nous permettre en fait de définir un ensemble de permissions par rapport à des ressources. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va dire, je vais donner les permissions de potentiellement lire le secret. Maintenant, il faut que je fasse l'association entre le service compte et le rôle. Et donc, pour cela, je crée un objet complémentaire qui s'appelle le role binding et qui va me permettre en fait de lier ces deux composants. Une fois que tout est bien configuré, normalement, mon pod a accès à mon secret. Maintenant, sur AWS, on a le service EKS. Donc, c'est un outil qui nous permet de déployer un cluster Kubernetes sur AWS. Bien sûr, vous pourriez créer votre cluster Kubernetes
de zéro en installant l'orchestrateur sur des instances EC2, etc. Mais la difficulté, c'est que vous allez devoir gérer le control plane, donc le plan de contrôle. Le plan de contrôle qui contient l'ensemble des composants en fait, qui permet de définir l'intelligence d'orchestration pour orchestrer des conteneurs sur le plan de données, le data plane, donc nos nœuds. Et donc, l'intérêt d'utiliser un service managé comme EKS sur AWS, c'est que déjà, on va abstraire le maintien, l'installation, l'opération du control plane. Et donc, on va au final surtout se concentrer sur la gestion de notre plan de données, donc c'est-à-dire nos nœuds Kubernetes qui vont héberger nos conteneurs. Un autre avantage, c'est que derrière, on va pouvoir bénéficier d'un écosystème d'outils qui sont fournis par le cloud provider AWS. Donc, on va potentiellement, pour le stockage, venir se connecter à peut-être de l'EBS, donc du stockage de type bloc, pouvoir profiter d'outils d'observabilité. Je pense que vous avez dû entendre parler d'outils comme CloudWatch pour que ce soit la récolte de logs ou bien de métriques potentiellement. Et en fait, quand vous allez utiliser ce service manager, à la création et même après création, vous avez la capacité d'installer des add-ons. Les add-ons, c'est quoi? Ça va être des agents, un ensemble d'outils qui va venir fournir en fonctionnalité votre cluster Kubernetes. Maintenant, si on revient sur le sujet de la sécurité sur Kubernetes. Donc, juste avant, je vous ai présenté comment fonctionnait le système d'identité sur Kubernetes. C'est un système qu'on appelle un back. Mais sur AWS, en fait, il y a une problématique, c'est que le système d'identité, il est totalement différent. Par exemple, le concept de service compte, ce n'est pas un concept qui existe sur AWS. Donc, vient se poser la question, mais comment en fait on va pouvoir donner des permissions à des services, à des pods qui sont sur un cluster EKS pour accéder à des services AWS, S3, DynamoDB et j'en passe. Donc, un petit rappel sur le système d'identité sur AWS. Donc, on a le service IAM pour Identity Access Management et qui repose sur différents composants. Donc, on va retrouver des identités comme un utilisateur, des rôles, on va pouvoir regrouper des utilisateurs dans des groupes, on a la notion de service principal en fait, qui en fait permet de définir un service en tant que identité, on va dire. Et donc, pour pouvoir configurer en fait l'accès à une ressource pour une identité, eh bien en fait, on va devoir créer un rôle potentiellement ou un utilisateur, définir une policy qui va nous permettre en fait de répertorier un ensemble de permissions qu'on souhaite donner pour accéder à des ressources. Et une fois que toute cette configuration est faite, donc rôle associé à une policy qui autorise des permissions, eh bien, on va pouvoir donner accès à des ressources. Donc maintenant, on va présenter quelques scénarios qui visent en fait à un petit peu illustrer comment on pourrait imaginer donner des permissions à des pods pour accéder à des services sur AWS. Donc, à partir sur un premier scénario, on a un utilisateur Bob qui a accès à son compte AWS. Il se crée un utilisateur IAM. Il se génère des credentials AWS. Donc, sur AWS, on a les Access Key ID et Secret Access Key, pardon. Donc, des credentials qui lui permettent derrière de interagir programmatiquement avec l'API d'AWS. Maintenant, Bob, eh bien, il se dit, mais comment je vais faire en fait pour que mon application hébergée sur mon cluster EKS, donc via mon pod, va pouvoir accéder à des données sur un bucket S3. Donc,
Bob, il ne connaît pas encore très bien AWS, il découvre IAM, EKS, etc. Il se dit, en fait, moi, j'arrive à accéder à des ressources via mes credentials. Donc, pourquoi pas mettre ces credentials au niveau de mon pod, au niveau de l'image de mon conteneur, ou bien même au niveau du nœud, donc une instance EC2 par exemple, qui fait tourner les conteneurs. Et donc, il les définit via une de ces différentes manières, et le pod a accès maintenant au bucket S3. Maintenant, je vous laisse réfléchir quelques instants pour vous demander, est-ce que c'est une bonne pratique de faire ça? Eh bien, la réponse, c'est que c'est une mauvaise pratique parce que ici, on parle en fait de hard-coder des credentials sur des nœuds ou des images de conteneurs. Alors, sur une image de conteneur, pourquoi c'est dangereux? Parce que potentiellement, si un attaquant vient accéder à un repo Git qui contient en fait le code source qui est utilisé pour votre application, et potentiellement, va pouvoir récupérer les credentials AWS qui sont associés aux permissions définies sur AWS. Donc, très mauvaise pratique parce que un attaquant pourrait très facilement accéder à votre compte AWS. Et pareil pour un nœud. Si un attaquant arrive à accéder d'une quelconque manière à votre instance EC2, eh bien, il va pouvoir être en capacité d'aller récupérer les credentials. Donc, hard-coder les credentials, ça, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'on essaye d'éviter le plus possible. Maintenant, deuxième scénario. Donc, entre-temps, Bob, il a pris des cours sur AWS, sur la sécurité, etc. Et il a appris en fait qu'une bonne pratique, c'était de créer des rôles pour les associer à des ressources comme des EC2. Donc, Bob crée un rôle. Donc, en réalité, un rôle qu'on associe à une instance EC2, derrière, ça a le nom de instance profile. Donc, on configure un instance profile, donc un rôle IAM sur notre instance EC2. Bien sûr, derrière, on a défini une application qui tourne sur cette fameuse instance EC2 qui va devoir derrière accéder à un bucket S3. Donc, bien sûr, le rôle, j'ai oublié de le dire, il est configuré avec une policy qui permet d'accéder au bucket S3. Donc, l'instance EC2, elle est démarrée. Lorsqu'elle est démarrée, elle va essayer de récupérer des credentials qui sont temporaires. Alors, pourquoi on appelle ça des credentials temporaires? En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre des credentials statiques, on va dire, qui sont générés par un utilisateur, par exemple. Donc, c'est des credentials en fait, qui ont une durée de vie qui dépend de jusqu'à quand en fait, on bannit ces credentials ou qu'on les supprime. Vis-à-vis de credentials temporaires, en fait, qui sont des credentials qui sont créés et qui ont une durée de vie limitée en fonction d'une action qui s'appelle assume role. Donc, notre instance EC2 récupère ces fameux credentials temporaires et elle peut désormais accéder au bucket S3. Cependant, c'est une mauvaise pratique. Pourquoi c'est une mauvaise pratique? Tout simplement parce que dans ce cas-là, bien précis, en fait, on ne va pas pouvoir appliquer de stratégie de moindre privilège. Donc là, vous allez me dire, mais pourquoi en fait ça respecte une mauvaise pratique? Parce que cette fois-ci, on n'hardcode plus des credentials sur l'instance C2, on utilise un rôle, donc derrière, on a des credentials temporaires. Pourquoi en fait c'est une mauvaise pratique? Eh bien, on va prendre cet exemple. Donc, vous avez votre cluster EKS, vous avez deux applications qui sont déployées dans votre cluster via deux pods. Alors, les applications, elles ont des besoins qui sont différents. Par exemple, le premier pod qu'on voit au-dessus, il a uniquement besoin
de lire des données sur un bucket S3. Alors que le second pod, en dessous, il a uniquement besoin de lire une table DynamoDB. Donc, si on revient sur le dispositif, on a défini un rôle qui est associé à l'instance EC2 qui fait tourner les deux pods. Donc, les pods derrière, en fait, ils héritent de ces credentials pour pouvoir derrière récupérer les permissions qui permettent à la fois de lire des objets sur du S3 et de lire une table sur DynamoDB. Donc derrière, tout fonctionne, chaque application arrive à accéder aux ressources auxquelles elles sont prédestinées. Le souci, en fait, ici, c'est qu'on ne peut pas appliquer de stratégie de liste privilège dans la mesure où, en fait, bien, mon application, qui à la base n'avait uniquement besoin que de lire des objets sur du S3, en fait, elle va être en capacité de lire des données sur une DynamoDB table. Et de la même manière pour l'application numéro 2. Donc, en termes de liste privilège, en fait, on va donner des permissions qui sont peut-être un petit peu trop extensives par rapport aux besoins de chaque application. Donc ça, c'est une limite assez importante de cette pratique. Et donc, pour résoudre en fait cette problématique que je viens juste de vous montrer, AWS, dans un premier temps, ils ont développé une fonctionnalité qui s'appelle IRSA. Donc, IRSA, c'est pour IAM Role for Service Account. Et en quoi ça consiste? Alors, tout d'abord, ça va reposer sur un composant assez important qui est un OIDC provider. Donc, OIDC, c'est pour OpenID Connect. Et donc, ce que je vous propose ici, c'est un petit rappel sur cette technologie. Donc, OIDC, c'est quoi? Tout d'abord, c'est un protocole qui permet en fait de faire de l'authentification et de l'autorisation. En fait, ça va permettre à des applications de vérifier l'identité d'un utilisateur pour voir s'il a le droit d'y accéder en se basant sur un External Identity Provider. Et en fait, un External Identity Provider, en fait, il va faire vulgairement office de passerelle entre guillemets entre deux services d'identité et va se baser sur des tokens JWT. En fait, dans ces tokens vont être inclus des informations sur les utilisateurs qui derrière vont permettre via le protocole IDC de pouvoir être inspectés et voir en fait si l'utilisateur, si déjà on arrive à l'authentifier et ensuite à voir s'il a les permissions qui lui permettent de faire les actions dont il a besoin sur une application. Donc, IRSA, donc on vient de le dire, ça permet en fait, dans le contexte EKS, Kubernetes, en fait, de lier deux services d'identité. Donc, ça va être ici utilisé pour faire l'association entre le service account, donc je vous rappelle, c'est l'identité propre à Kubernetes qui permet de donner des permissions à des pods, et le système d'identification IAM. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, grâce au IDC, on va créer une passerelle entre le système qui repose sur les services comptes et les rôles IAM. Et donc, pour cela, il va falloir créer un OIDC provider. Et en fait, un OIDC provider, il va être créé pour chacun des clusters Kubernetes pour faire, en fait, pour exécuter les mécanismes d'authentification et d'autorisation pour les services comptes qui sont définis dans votre cluster EKS. Bien sûr, en amont, il faudra créer un rôle IAM qui contient, via une policy, l'ensemble des permissions qui permettent d'accéder à des ressources AWS. Ça, on l'a déjà vu. Et un autre composant important à relever ici, c'est la trust policy. Donc, à quoi sert une trust policy? Donc, c'est vraiment un composant qui est propre à AWS IAM. En fait, c'est un composant qui va permettre de contrôler
quel service compte Kubernetes a le droit d'assumer un rôle. Donc, un petit exemple pour vous montrer à quoi ça ressemble avant qu'on commence à la décortiquer. Donc, tout d'abord, il y a un bloc assez important. C'est le bloc principal. Donc, principal, en fait, j'ai tendance à dire que c'est le bloc qui va nous permettre d'identifier l'entité qui a besoin d'accéder à une ressource potentiellement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, notre rôle, il va pouvoir être assumé par une identité qui, en fait, va être derrière masquée par le provider OIDC dédié à Kubernetes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, ça veut dire que on va uniquement autoriser des ressources d'un Kubernetes en fonction de l'OIDC provider qui lui est lié. Ensuite, l'action, ça va être assume role with web identity. Donc, c'est l'action qui permet d'assumer le rôle. Et derrière, pour éviter que n'importe quelle ressource de notre cluster kube puisse accéder à des ressources AWS, qui puissent assumer ce rôle, plutôt, bien en fait, on va rajouter une condition. Et en fait, cette condition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, on va pouvoir uniquement autoriser des ressources qui sont dans un namespace bien particulier et un service compte contenu dans ce namespace. De cette manière, eh bien, on peut s'assurer qu'uniquement un service compte bien défini dans un namespace en particulier peut accéder uniquement à un rôle. Et donc ça va nous permettre d'éviter que n'importe quelle ressource dans notre cluster kube puisse assumer ce rôle. Et une autre chose à faire, à configurer sur Kubernetes, ça va être de modifier la ressource service compte. Donc pour cela, en fait, on va rajouter une annotation avec une clé valeur bien spécifique. Donc la clé, ça va être, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose défini par la fonctionnalité IRSA. Donc c'est EKS amazonaws.com/role-ARN. Et en valeur, en fait, on va indiquer le rôle qu'on souhaite associer à notre service compte. Donc, un petit schéma pour récapituler tout cela. Donc, on a un pod qui tourne dans un cluster EKS. Les permissions sont l'accès au service est défini en utilisant IRSA. Notre pod souhaite accéder à un bucket S3. Donc, on crée un service compte qu'on vient attacher à notre pod. Le service compte, eh bien, on l'annote. Donc, on rajoute une annotation dans sa configuration pour indiquer quel rôle IAM bien spécifique on souhaite l'associer. Et derrière, via un OIDC provider monté en amont, en fait, au lancement du pod dans le cluster, eh bien, il y a une requête qui va être faite via l'API d'AWS, via l'OIDC en passant par l'OIDC provider, pour voir, en fait, déjà dans un premier temps, est-ce que ce service compte dans un namespace bien particulier peut assumer ce rôle? Eh bien, si c'est le cas, derrière, notre pod, il va récupérer les permissions. Donc ici, c'est des accès en lecture sur un bucket S3 pour pouvoir accéder à cette ressource. Donc voilà, IRSA, c'est super. Maintenant, comme on vient de le voir, ça permet de résoudre cette problématique de liste privilège qu'on avait évoquée précédemment. Cependant, ça comporte quelques limitations que je vais vous présenter ici. Donc, déjà, il va falloir configurer un OIDC provider et aussi mettre à jour des trust policy IAM. Donc voilà, si vous avez vous êtes très libre pour configurer vos environnements AWS, etc. Franchement,
pas de souci là-dessus. Mais par contre, si vous évoluez dans des grosses organisations où il y a des partages de responsabilités, peut-être qu'il y a une équipe sécurité qui est dédiée pour opérer la mise en place des permissions IAM, qui a la main sur la création de IDC Provider, etc., etc., eh bien, ça peut être compliqué d'être flexible, on va dire, dans la configuration de ces ressources, puisque potentiellement, on pourrait se dire, bah, il va falloir envoyer un mail ou il va falloir créer un ticket, donc ça va rajouter du délai, de la frustration, et donc en termes d'agilité, de rapidité de mise en œuvre, bah, ça peut être frustrant. Ensuite, une autre limitation, ça va être que à chaque fois qu'on va vouloir potentiellement partager un rôle à une autre ressource dans notre cluster qui a potentiellement les mêmes besoins que l'application pour laquelle le rôle a été créé initialement. Et aussi un autre exemple, ça pourrait être, bah voilà, vous faites du blue-green deployment, donc c'est-à-dire que peut-être vous avez 2 clusters Kubernetes que vous opérez en production, et quand vous faites un passage une mise à jour, ben, en fait, vous faites du blue-green. Ben, il va falloir que vous soyez en capacité de partager vos rôles entre ces 2 clusters. Et pour pouvoir en fait permettre à plusieurs identités cubes d'assumer un rôle en particulier, en fait, il va falloir jouer en fait avec cette role trust policy en fait qui permet de dire qui a le droit d'assumer un rôle, et ça peut devenir un petit peu usant, ça rajoute des process dans ce cas bien précis. Une autre limitation, ça va être aussi le nombre maximum de IDC provider qu'on peut créer dans un compte. Alors, vous allez me dire, oui, mais 100 clusters, 100 IDC providers, c'est beaucoup. Mais en effet, il existe des organisations où il peut être amené à ce qu'on ait une centaine de clusters. Alors, ce n'est pas la majorité des clients, mais ça existe quand même. Et enfin, une dernière limitation à relever ici, c'est la taille des trust policy. Donc, en fait, dans une trust policy, on peut mettre jusqu'à 4096 caractères. Et donc, forcément, ça va limiter en fait l'ensemble des directives en fait qu'on va mettre dans notre trust policy pour dire qui a le droit ou pas de assumer un rôle IAM. Et donc, AWS, en fait, en prenant note de tous ces feedbacks qui sont venus de leurs clients, ils ont travaillé sur une nouvelle fonctionnalité pour un petit peu simplifier et résoudre ces limitations que j'ai présentées juste avant. Donc pour cela, en fait, ils ont développé une solution qui s'appelle EKS Pod Identity, qui est un petit peu le cœur du sujet de ce talk aujourd'hui. Donc EKS Pod Identity, donc, nouveau système pour donner des permissions à des pods sur EKS. Alors comment ça fonctionne? Donc déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a notre cluster EKS. Donc j'ai distingué 2 blocs. Donc, un premier bloc pour distinguer la partie control plane. Donc ça, c'est une partie qui est, comme je l'ai dit au début de talk, c'est une partie qui est managée par AWS. Donc en fait, vous ne la voyez même pas dans votre compte. Et après, il y a la partie EKS Node. Donc là, c'est votre data plane. Un autre objet aussi à relever ici, c'est l'objet Pod Association en haut à droite. Donc c'est un nouvel objet, en fait, qu'on va créer avec cette fonctionnalité. Et comme son nom l'indique, en fait, ça va permettre d'associer quelque chose. J'en dis pas plus. Donc, on déploie dans un premier temps un agent EKS Pod Identity sur nos nœuds dans notre cluster. Notre pod, il a besoin de lire des objets sur un bucket S3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déploie notre pod. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau du control plane? En fait, on a un composant, en fait, on a ce qu'on appelle des webhooks. Un webhook, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est des programmes en fait qui vont être exécutés pour aller venir modifier la configuration de certaines ressources. Et donc, quand on déploie
la fonctionnalité EKS Pod Identity quand on crée notre cluster, eh bien, côté control plane, on a un webhook qui est systématiquement déclenché pour faire de la pod mutation, donc de la muabilité de configuration de pod. Et donc, qu'est-ce que ça vient modifier? Donc, ça vient injecter de la configuration des variables d'environnement, principalement. Donc déjà, on voit qu'il y a des variables d'environnement sur des régions. On voit également qu'il y a des adresses qui sont mises. Donc là, par exemple, je vois il y a une variable d'environnement qui s'appelle AWS Container Credentials Full URI. C'est quoi ça? En fait, ça permet de spécifier quelle est l'adresse qui va me permettre de contacter l'agent Point Identity dans mon cluster. On a également un token qui est injecté. Et d'ailleurs, on a une variable d'environnement qui permet d'indiquer où ce token se situe dans le système de fichiers de notre pod. Et derrière, il y a un point de montage qui est fait pour pouvoir en fait monter le token sur le pod. Donc là, vous me dire, OK, mais à quoi sert ce token? Eh bien, on va le voir juste après. Donc voilà, notre application, elle est mutée. Et maintenant, elle sait qu'elle doit contacter, comment elle doit contacter le pod Identity Agent. Donc, derrière, l'agent, il déclenche une action de get credentials, donc c'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer les credentials qui sont liés au rôle qui devrait être assumé par notre pod pour accéder au bucket S3. Mais en réalité, il y a des sous-étapes. Donc déjà, l'agent va effectuer une action assume role for pod identity. Donc c'est une toute nouvelle action IAM qui est créée dans le cadre de cette fonctionnalité. Donc il y a un call API qui est fait sur l'EKS Auth API, en fait, qui est l'API qui permet d'authentifier, comme son nom l'indique, les identités qui doivent faire des actions sur le cluster Kubernetes. Et derrière, il y a un sous-appel qui est fait, check associations, pour en fait vérifier si déjà il y a un objet pod association qui est créé et valider en fait la requête vis-à-vis de la configuration du pod association. Qu'est-ce qu'on configure dans un pod association? Eh bien, c'est très simple. En fait, on va configurer l'association entre un pod, son cluster, un namespace et un service compte. Donc en gros, ça va nous permettre de dire, en fait, le rôle, il va pouvoir être assumé par un pod qui réside dans un cluster bien spécifique, dans un namespace bien spécifique et lié à un service compte. Donc, une fois que ce processus de validation est fait, eh bien, notre pod identity agent va pouvoir récupérer les credentials IAM qui sont temporaires et qui sont liés au rôle dédié et pouvoir les injecter en tant que au sein du pod. Et donc derrière, notre pod va pouvoir récupérer ces credentials AWS temporaires pour pouvoir accéder aux ressources qui lui sont autorisées. Donc, si on revient sur les fonctionnalités de pod identity. Donc déjà, premièrement, il faut installer un add-on sur notre cluster EKS. Donc un add-on, ça va être des agents qu'il va falloir déployer à la création du cluster ou même a posteriori. Il va falloir créer une pod association pour binder, enfin faire l'association entre rôle IAM, le service compte qui est lié à notre pod dans un namespace spécifique. Derrière, la configuration, elle est simplifiée, notamment pour ceux qui utilisent l'infrastructure as code, Terraform, CloudFormation sur AWS. Parce que, si vous vous rappelez, juste avant, avec IRSA, ce qu'on devait faire du point de vue cube,
on devait créer un service compte et rajouter une annotation pour dire, en fait, ce service compte, à quel rôle IAM je souhaite le lier. Donc, ça nécessitait, en fait, en termes de configuration, en fait, il y avait déjà des choses à configurer côté AWS, mais il fallait aussi automatiser cette partie sur Kubernetes. Donc, en termes de process d'automatisation, ça pouvait rajouter certains freins, on va dire. Et là, avec EKS Pod Identity, en fait, Pod Identity Association vient abstrait totalement cette configuration dans la mesure où, en fait, l'association entre service, compte et un rôle, et bien, en fait, tout va être défini dans l'objet Pod Association. Et donc là, j'ai mis un exemple d'une configuration d'une ressource Terraform pour l'objet Pod Identity Association, où on voit qu'en fait, eh bien, on doit spécifier 4 paramètres obligatoires qui sont le nom du cluster, le namespace où se situe le pod, le service compte qui lui est attribué, et le rôle ARN côté AWS qu'on souhaite associer. Autre chose qui est simplifiée, c'est la trust policy. Donc, pour rappel, tout à l'heure, avec IRSA, on avait vu que la trust policy, eh bien, elle devait en fait indiquer comme entité qui fait l'action, entre guillemets, un OIDC provider, et derrière, on s'embêtait pour respecter le principe de least privilege, on rajoutait des conditions pour dire, en fait, voilà, ce rôle, j'ai envie que ce soit seulement un service compte bien particulier dans un namespace particulier qui puisse l'assumer. Et à droite, eh bien, on a le nouveau type de trust policy qu'on doit utiliser quand on utilise EKS Pod Identity. Donc déjà, si on s'arrête au champ principal, je pense qu'il n'y a pas photo. On passe de la spécification d'un OIDC provider à juste la définition d'un service principal. Donc ici, un tout nouveau service principal a été créé qui s'appelle pods EKS Amazon AWS.com et qui permet en fait de dire uniquement un pod qui s'exécute dans un cluster Kubernetes EKS va être en capacité d'assumer un rôle. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs juste en dessous, dans le champ action. Dans le champ action, on passe de assume role with web identity à juste assume role. Donc là, c'est parce que on n'utilise plus d'OIDC provider. Donc c'est pour ça que la méthode change. En fait, quand on utilise un OIDC provider pour assumer un rôle, l'action à mettre, c'est assume role with web identity. Mais là, dans notre cas, en fait, on s'affranchit de la configuration d'un OIDC provider parce que derrière, on repose sur toute la mécanique que je vous ai présentée avant avec les requêtes qui sont faites auprès d'AWS pour vérifier s'il y a une association de fait entre un pod et un rôle. Et également, autre chose à marquer, c'est que on doit rajouter une autre action qui est taxation. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et en fait, c'est tout simplement parce que une autre fonctionnalité qui est ramenée en plus de la simplification de la configuration des accès avec EKS Pod Identity, une autre fonctionnalité, c'est la capacité en fait à définir des session tags. Donc les session tags, qu'est-ce que c'est pour rappel? En fait, ce sont des tags qui sont ajoutés en fait dans les informations de requête qui sont faites depuis l'identité qui fait un appel d'accès à une ressource. Donc concrètement, ici, ces session tags, ils vont nous permettre de contrôler la réutilisabilité d'un rôle pour des pods qui tournent potentiellement sur différents clusters, namespace et service accounts. Bon, je conçois, ça peut paraître flou dit comme ça, donc c'est pour ça que je vous ai préparé un exemple pour illustrer un mécanisme où ça pourrait être utilisé. Donc, dans cet exemple, on a deux clusters EKS, donc un red cluster, blue cluster. On a des applications qui tournent
respectivement sur chacun des clusters avec EKS Point Identity configuré. Et en fait, ces deux applications, elles ont le même besoin en termes de permission. Donc, plutôt que s'embêter à configurer un rôle par cluster, en fait, on va créer un unique rôle. Les applications, elles doivent accéder à un bucket test3. Mais là, il y a une petite subtilité. Parce que les applications ne doivent pas uniquement accéder à toutes les ressources qui sont dans le bucket S3, elles doivent accéder à des objets bien spécifiques. En fait, il y a des objets en fait, qui doivent normalement être accessibles uniquement à une application précise. Donc, par exemple, on ne veut pas que l'application 2, qui est à droite, puisse accéder à certains objets dont l'application 1 a besoin. Et donc, pour cela, en fait, on va reposer sur des object tags. En fait, je pense que vous êtes, si vous utilisez AWS, vous devez être très familier avec le concept de tag. On peut mettre des tags partout sur nos ressources. Bien là, en fait, dans notre exemple, on va se dire, nos objets, on va les taguer. On va les taguer avec des valeurs bien particulières. Et on va autoriser l'accès à ces objets en fonction du nom du cluster qui souhaite accéder à l'objet. Donc c'est pour ça, là, on va passer un peu de temps sur cette condition. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc déjà, bon, voilà, c'est une policy d'accès à un bucket assez traditionnel. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on autorise déjà l'accès en lecture sur les objets du bucket. On autorise l'accès aussi aux tags qui sont liés aux objets, d'où le getObjectTagging. Donc, la ressource, c'est l'ensemble des objets qui sont dans notre bucket S3. Et donc là, si on se penche un petit peu sur la condition qu'on met ici, on voit ici que ce qui va être vérifié pour donner accès ou non à un objet sur S3, ça va être d'inspecter le tag qui est lié à l'objet. Le tag, il devra s'appeler, il aura pour clé EKS cluster name. Et la valeur qui va être inspectée, en fait, elle va être récupérée depuis la requête qui est faite depuis notre pod. Donc, par exemple, si mon pod qui fait tourner une application 1 fait une requête, en fait, elle va fournir dans sa requête l'information du cluster d'où il est déployé. Donc, dans notre cas ici, eh bien, en fait, on aurait uniquement accès à des objets qui ont pour tag, en fait, EKS cluster name est égal red cluster. Et en fait, de cette manière, ça va nous permettre de donner encore plus de granularité en termes d'accès à nos applications pour accéder à des ressources AWS en utilisant potentiellement des stratégies basées sur des tags. Donc voilà pour cette session. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Donc déjà, en termes de bonnes pratiques, évitez le plus possible de faire de l'hard coding de credentials sur des pods ou des nodes. C'est très dangereux. Ça peut vous exposer à de grands risques de compromission de vos environnements AWS si ces credentials sont récupérés par un attaquant. On essaye d'éviter de donner une identité à un nœud Kubernetes pour donner derrière des permissions à des pods. Bien sûr, on peut donner des rôles à des instances EC2, mais ces rôles, ils doivent juste permettre de définir les permissions qui permettent en fait de permettre à un node de s'intégrer dans un cluster kube. En aucun cas, il doit contenir des permissions qui doivent être assignées à des pods. Donc, pour les permissions qu'on souhaiterait donner à des pods, là, il faudrait se tourner vers une solution comme EKS Point Identity, dans la mesure du possible. Pourquoi je dis dans la mesure du possible? Parce que, en fait, quelque chose que je n'ai pas relevé ici, c'est que dans ma démonstration, j'ai parlé d'EKS fonctionnant avec des instances EC2. Mais pour les plus connaisseurs, en fait, je pense qu'ils le savent,
il y a une autre manière aussi de faire tourner de l'EKS, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des instances Fargate. En fait, c'est des micro-VM, etc., éphémères qu'on va pouvoir exécuter pour déployer des conteneurs. Et en fait, comme ces micro-VM sont temporaires et qu'on peut uniquement déployer qu'une application dessus, en fait, on n'est pas en capacité de pouvoir déployer des agents. Donc, une limitation de EKS Pod Identity, ça va être que on peut pas, c'est pas encore compatible sur des instances Fargate. Donc, pour les instances Fargate, restez sur le système ERSA parce que pour ce système, on n'a pas besoin d'agents. Mais par contre, si vous tournez sur des clusters Kubernetes avec des instances C2, là, il n'y a pas d'hésitation, il faut aller sur EKS Pod Identity. Derrière, ça va nous simplifier beaucoup la tâche en termes d'automatisation de configuration avec du Terraform ou du CloudFormation ou autre. Et un grand bénéfice, c'est la granularité qui est apportée en fait dans la configuration des accès pour nos pods, parce que derrière, ça va nous permettre de potentiellement partager, de réutiliser un même rôle pour des applications différentes et définir de la granularité basée sur les session tags que je vous ai présentés juste avant. Donc voilà, c'est tout pour moi pour EKS Pod Identity. Et donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je reprends mon micro. Merci beaucoup, Ryan. Alors, est-ce qu'on a quelques questions? C'est le bon moment d'ailleurs, si vous en avez des nouvelles à nous apporter. Alors, on n'a pas une question, mais une remarque de Mathieu. Est-ce que je peux l'afficher? Je ne sais pas si tu la voyais. Je Oui. l'affiche sur l'écran. Alors, pas vraiment une question, mais juste un retour d'XP côté Azure. Ayant davantage pratiqué l'équivalent sur Azure AKS avec Workload Identity, à ne pas confondre avec AKS Pod Identity qui est déprécié, les concepts sont très similaires. La principale différence réside dans la notion de rôle IAM role sur AWS remplacée par l'utilisation d'une Entra-ID application principale. Pour le reste, les mécanismes sont quasiment identiques au IDC Issue Provider fourni par le cluster. Association par là, après je vois pas la suite. Mais merci pour le commentaire, Mathieu. En effet, on voit bien là que chaque cloud provider essaie de mettre en place des solutions qui essayent de s'intégrer, qui essaient de simplifier ce processus du mieux possible en fonction, bien sûr, de l'écosystème de services qu'ils ont créé et qui sont bien sûr différents entre cloud providers. Alors, on a Guillaume aussi qui nous pose une question. Merci pour la présentation. Pour aller au bout de la comparaison, quels sont les inconvénients, de EKS Pod Identity? Alors, moi, j'avais identifié une limite que j'avais présentée juste avant, c'était le fait que on ne pouvait pas déployer cet outil sur des instances Fargate. Après, en termes d'inconvénients, pour l'instant, j'en ai pas noté. Je l'ai configuré sur plusieurs clusters. En termes de configuration, c'est très simple. Après, bien sûr, voilà, il y a des risques qui peuvent se présenter. Et là, ça va surtout résider sur la capacité à bien configurer derrière cette fonctionnalité, donc les rôles, l'utilisation des session tags, etc. Donc, moi, je ne noterai pas de principaux inconvénients, mis à part le fait que voilà, ça ne tourne pas sur du Fargate et qu'il faut bien faire attention à configurer de manière pertinente les trust policy et les politiques de sécurité qui permettent de donner accès aux ressources. En tout cas, j'en ai pas relevé d'autres. Ouais, s'il y en a qui sont encore connectés là et qui ont relevé des choses, n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Je regarde si sur LinkedIn on aurait loupé quelques questions. Ça peut arriver que ça ne remonte pas dans StreamYard. On se laisse encore une petite minute. Écoutez, je ne vois rien. Donc, si on n'a plus de questions, on est tout bon. Merci beaucoup, Ryan, pour ton temps. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était très clair.
Et puis pour côté France DevOps, on se retrouve maintenant le 18 février pour le prochain talk qui n'est pas encore totalement calé et qui sera annoncé sur France DevOps, sur LinkedIn, sur les différents réseaux, dans les J'ai un problème de son, mais Non, on est mieux là. J'ai perdu mon micro. ouais, c'est tout bon. Ouais, il a fallu que je perde mon micro à 2 secondes de la fin. Où j'en étais, je ne sais plus. Ouais, au pire, on annoncera 2 semaines avant le prochain talk, donc 2 semaines avant le 18 février, le prochain qui sera aussi annoncé. Donc, sur nos différents réseaux. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Le CFP est toujours ouvert sur francedevops.fr. Et puis voilà. Encore merci à tous pour avoir été présents. Encore merci à Ryan pour ton temps et ta présentation. Merci Thomas Merci, bon après-midi à tous. Salut. Bon après-midi.